Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je souhaitais aborder avec vous le sujet du changement de vie. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'Olivier qui va pouvoir vous parler de son expérience et de ce par quoi lui est passé. Donc c'est un sujet que je souhaitais aborder avec vous et notamment par cette vidéo parce que je l'ai abordé il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Facebook et j'ai reçu pas mal de commentaires et pas mal de questions en message privé concernant ce sujet-là. Moi j'ai expliqué justement ce passage de ma vie où je suis passé d'une carrière de militaire à ce métier que j'ai maintenant en tant que, entre guillemets, énergéticien, en tant que consultant bien-être et toutes les transitions qui ont été nécessaires avant de pouvoir atteindre ce statut-là, avant de pouvoir pleinement vivre de mon activité. Et c'est un peu le même cas pour Olivier, que j'ai rencontré lorsque je devais trouver un illustrateur pour le bouquin L'énigme de la vie que j'avais écrit. J'étais en quête justement de quelqu'un qui puisse assumer ce rôle-là. Et de fil en aiguille, on m'a donné le contact d'Olivier que j'ai appelé. Et lors de cet appel, il m'a expliqué un peu, lui, dans quelle situation il était et qu'est-ce qui a fait que maintenant il faisait ce métier-là. Donc en réalité, j'ai trouvé ça tellement inspirant que sans même savoir quels étaient ses dessins, qu'est-ce qu'il pouvait produire, sans hésitation, c'était avec lui que je voulais travailler et c'est là que j'ai décidé de le rencontrer. Donc ma rencontre avec Olivier en fait s'est passée dans un objectif purement professionnel dans un premier temps et à ce jour c'est devenu un ami. Ah bah carrément, Dylan est un ami. non, clairement quoi. Donc voilà, je vais le laisser un petit peu vous parler, se présenter, vous expliquer un petit peu ce qu'il faisait à l'époque, comment s'est passé pour lui sa transition, etc. On va en parler tout au long de cette vidéo. Mais déjà, si tu peux un petit peu expliquer quel était ton métier avant de commencer l'illustration. Bah alors en fait, je suis là à l'époque, j'étais étudiant encore à niveau de recherche, c'est-à-dire je finissais mon doctorat en fait. Un doctorat en quoi? En histoire. Ouais. Et donc à la base en fait, j'ai toujours aimé le dessin, l'illustration, je m'amusais à dessiner des petits bonhommes un peu partout, que ce soit sur mes cours ou ce genre de choses. Et en fait à la sortie du bac, c'est posé à moi deux choix en fait, soit j'allais vers l'illustration, soit moi les sciences humaines me plaisaient beaucoup en fait, notamment l'histoire. Et dans un premier temps, j'ai choisi les métiers artistiques. Je suis parti aux Beaux-Arts. Okay. J'ai fait 2 ans. La première année qui était très formatrice, j'ai fait une prépa au concours d'entrée en école d'art supérieur à la Villa Thiol à Nice. Très très bien. Et par contre, après, je suis arrivé en première année de Beaux-Arts, dans l'école d'art. Et là, ça a été le néant. Donc je suis mal tombé une année, en tout cas les profs étaient assez, démissionnaires, peu de présence, beaucoup d'absence de professeurs, et puis on était sur l'art contemporain, qui est génial, j'adore l'art contemporain, mais moi c'était pas ce que je voulais faire. Ouais, t'arrivais pas à te reconnaître là. Non, moi j'étais plus du côté de la bande dessinée à l'époque, même si maintenant c'est pas ce que je fais du tout, et l'illustration en fait. Et donc du coup, ça a été un peu, je me suis demandé vite fait ce que je faisais ici. J'ai rencontré une personne qui était une de nos professeurs en fait, qui m'a dit n'hésite pas à changer de voie, parce qu'en fait, moi je sortais du lycée et j'avais encore cette notion idiote que déjà un redoublement c'était un échec. Et que du coup changer de voie et repartir en première année, c'était comme redoubler 2 ans, avoir perdu 2 ans de ma vie dans une direction et qu'il fallait que je reprenne tout à zéro. Alors reprendre tout à zéro, oui. Perdre, non, c'est carrément des acquis, comme le fait de redoubler, en quelque sorte. C'est simplement raffermir et renforcer ce qu'on a besoin de renforcer. Et du coup, je suis parti en histoire. Ok, donc rien à voir. Rien à voir. Et là, j'ai suivi un cursus universitaire. Ok. Qui m'a mené licence, master et doctorat en fait en histoire. Doctorat. Et de travailler en tant que chercheur donc pour l'université, mon laboratoire. Ok. Ça m'a permis, j'aimais beaucoup le métier de chercheur. Par contre, le contexte universitaire c'était moins mon dada. Je m'en suis pas rendu compte au début parce qu'en fait je suis arrivé en doctorat en fait en parallèle. J'ai commencé à travailler en tant qu'illustrateur, mais vraiment à côté, sur des jeux. J'étais rentré par le côté des fans. Ouais. Et j'ai commencé à travailler sur des projets professionnels. Donc c'était un peu un hobby
C'était Tu pouvais ramener un peu d'argent, mais voilà, c'était c'est ça. C'était un hobby plus quand même, parce que je m'impliquais quand même. Ouais, Puis j'ai du mal à pas m'impliquer dans ce que je fais en tout cas. ouais. Et du coup, bon, bah, là, du côté du jeu de rôle notamment, j'ai commencé à travailler avec plusieurs éditeurs, mais à côté. En fait, Ouais. ma carrière, c'était l'université, chercheur, fac, enfin, c'était ça. Oui, puis tu avais un bel avenir quand même dans ce chemin-là, parce que c'est vrai que tu as travaillé à l'international aussi. Ouais, bah, en fait, je suis parti, j'ai travaillé 2 mois et demi à Tokyo, en fait, dans un programme du gouvernement japonais avec le CNRS. Donc, j'ai travaillé là-bas en tant que chercheur, jeune chercheur. Donner des séminaires, tout ça. J'ai fait mes recherches directement à l'université de Tokyo et dans différents lieux du Japon. Enfin, ça, c'était très très enrichissant. Mais bon, ce que je me rendais pas compte, c'est qu'en fait, je cumulais un tas de choses, la tête dans le guidon, et finalement, j'y allais. Et finalement, comment dire, je suis arrivé à un moment de ma vie où il y avait plus que ça en fait. Plus que tout ce que je cumulais, boulot d'illustrateur à côté, fac, donc métier de chercheur. En plus j'avais un boulot pour mon labo en plus, un boulot en tant que... Enfin, je gérais sur Nice un programme d'échange international entre un collège des États-Unis et l'université de Nice. Donc je gérais tout l'accueil des étudiants, les prendre par la main pour les amener à droite à gauche, l'aspect aussi secrétariat, enfin je gérais vraiment tout le programme en compagnie d'une autre personne sur Nice en fait. Et c'est là que ça a commencé enfin ça avait déjà commencé depuis un moment, mais c'est là que en termes de santé, fin de thèse... Ouais, ça on va voir ça de toute façon. On va voir ça. Donc là, ça c'était plus ou moins ton passé. Oui, c'était globalement ce que, sans me poser de questions, enfin je m'en posais plein intérieurement, mais sans me poser de questions, voilà, c'est ça, faut que tu ailles jusqu'au bout, faut pas que tu lâches. Bah oui, puis c'est intéressant, c'est quand même un métier assez prestigieux, qui peut faire vivre pas mal d'aventures, etc. C'est vrai qu'il y a quand même eu des études qui ont été nécessaires pour en arriver là, etc. Beaucoup d'investissements. Donc bon, c'est pas évident de se dire à un moment donné quand même, je change du tout au tout. Parce qu'à ce jour, donc Olivier est donc illustrateur, hein, tu vis pleinement de ton activité maintenant. Ouais, tout à fait. Il a acquis une certaine notoriété, que ce soit dans tout ce qui est jeu de rôle, etc. Toi tu fais beaucoup de cartographie. Ouais, beaucoup pour le jeu de rôle, illustration, cartographie, des couvertures de romans. J'ai bossé avec Maxime Chatham notamment, voilà. Magnifique. Super expérience, vraiment génial. Et puis bon, enfin voilà, mais je reste dans le domaine, moi je suis dans le domaine de l'imaginaire. Ouais. Voilà. Donc on me disait, voilà, en France ça tourne bien, puis tu travailles aussi pour des Américains, tu travailles pour des grosses boîtes. Je travaille pour une grosse boîte de jeux de rôle américaine qui est relativement célèbre, en tout cas dans le milieu du jeu de rôle, qui est même très célèbre. C'est Chaosium, donc directement aux États-Unis, avec qui j'ai noué maintenant. Enfin, j'ai des amis au sein de la boîte. C'est tout ce que crée aussi ce genre de métier. Et puis j'ai travaillé pour la plupart des éditeurs dans le milieu du jeu de rôle, quasiment tous les éditeurs francophones, et plusieurs boîtes de ci, de là. Donc non, c'est... Oui, et puis autre chose à savoir, qui est aussi intéressant, Olivier a décidé de développer son propre jeu de rôle, de créer son propre jeu de rôle, donc pour lequel il est l'auteur et illustrateur. Et pour donner un petit peu quelques chiffres et pour vous montrer l'ampleur du prestige où il en est maintenant, il a fait donc une levée de fonds, des préventes de ce jeu de rôle-là, qui ont récolté en 30 jours, si je ne m'abuse, un peu plus de 134 000 euros. Ouais, c'est ça. Bon, c'était une méga grosse surprise, hein. On s'y attendait absolument pas. 30 jours, 134 000 euros les amis. Voilà, ouais, c'est bon. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé dans le jeu de rôle, j'avais un petit peu écrit, mais c'est mon premier jeu, projet à moi. C'est mon projet et j'ai un éditeur, Arcane Asylum Publishing, Mathieu, qui m'a fait confiance de suite. Ouais. Et j'espère en tout cas avec le succès du financement participatif que je lui rendrai un peu de cette confiance, quoi. Et puis bon, voilà, c'en est qu'au début en tout cas, je finis les travaux dessus en fait. Et ça devrait sortir d'ici la fin de l'année en boutique. Magnifique, donc ça s'appelle l'Empire des Cerisiers. C'est ça, et ça traite de fantaisie japonaise. Wow. Voilà, donc c'est un de mes dadas. Je suis assez fan de Japon, et j'ai travaillé dessus à l'université. Et puis c'est un sujet, une thématique même graphique, esthétique, culturelle
qui me parle beaucoup en fait. Bon, pour vous donner un peu une idée, ce que je vais faire, je vais vous passer maintenant quelques-uns des travaux d'Olivier, quelques-uns de ses dessins pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'ampleur de son talent. Allez, je vous envoie ça. Donc comme tu l'as abordé tout à l'heure, en fait, avant d'arriver à cette vie que tu mènes maintenant, à ce boulot-là, il y a eu des moments un peu plus compliqués, des moments un peu plus sombres, ce qui a fait qu'en fait ça a nécessité des changements, ce qui t'a, entre guillemets, conduit aussi à cette vie-là. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler, ce par quoi tu es passé de difficile avant d'en arriver maintenant? Moi, bien sûr. En fait, ce qui a motivé, en fait, déjà, enfin, qui a démarré un processus de changement, en tout cas, c'est qu'en fait, en fin de thèse, beaucoup de pression, beaucoup trop de boulot autour, en plus de la fin de thèse, ont fait que je suis devenu complètement insomniaque. Pendant 4 mois, je crois que ma plus grosse nuit, ça a été 3 heures. Sans cesse à penser à ce que je faisais, ça partait dans tous les sens, enfin bref, plus dormir, donc ça s'en sentait à tous les niveaux, hein, au niveau de couple, au niveau... Enfin, ça jouait sur tous les niveaux. Ouais, il y avait un impact négatif sur tous les plans. Et surtout au niveau moral, bien entendu, et santé. En fait, juste avant de soutenir ma thèse, la thèse a été finie et tout, envoyée, j'ai fait un burn-out. Ok. Voilà. Et donc un gros burn-out, épuisement total, enfin bon voilà. Et médicalement, on m'a interdit strictement d'avoir tout rapport ou lien avec l'université. Ok. Médicalement, hein, je veux dire, c'est-à-dire plus mettre un pied à l'université, plus traiter de sujets qui ont un rapport avec l'université. Alors en fait ça c'est dans la pratique, enfin dans ce qu'on vous dit de faire. Dans la pratique, le fait d'arrêter là brusquement, on est obligé de gérer une partie administrative et ce genre de choses. Ouais, donc de la théorie à la pratique, il y a quand même un fossé. Ouais, voilà, ouais. Enfin, et puis c'est pas en un claquement de doigts qu'on coupe quelque chose qui est lancé en plein élan, quoi. Ouais. Finalement, en fait, moi j'ai ma femme qui a pris le relais en fait sur ce volet-là administratif et tout, et du coup qui a fait en sorte de essayer le mieux possible, en tout cas, de me de me ménager, de me préserver et m'offrir un moment, enfin parce que fallait que je me repose, fallait que je dorme, fallait que mentalement Fallait pouvoir te remettre sur pied de tous ces épreuves. Voilà, ouais, parce qu'au-delà même de la santé morale, c'était la santé physique là. En plus, c'est le premier déclencheur de toute façon dans un burn-out, c'est l'épuisement total. Ouais. C'est une petite bêtise en fait qui a déclenché en fait la goutte d'eau qui a fait déborder. Et ça s'est passé en une après-midi, hein. C'est-à-dire je ne m'étais pas rendu compte que j'allais droit dans le mur jusqu'à ce qu'un petit, je ne m'étais pas rendu compte. On fait en sorte de ne pas s'en rendre compte. Et on y va, et en fait, au final, il y a un petit accro qui est finalement, quand on le remet en situation, c'est rien, quoi, et c'est ce qui a déclenché, salutairement, il faut le dire, le burn-out, qu'il a en tout cas, effondrement physique, fatigue extrême, etc. Et voilà, donc en fait, burn-out, médecin, etc., ce genre de choses, repos, et surtout se dire, parce qu'en fait, c'était lié pas mal à l'université, j'ai fait presque une sorte de rejet, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire penser à l'université, ça me replongeait dans ce stress assez intense. Et les quelques mois ont passé, et puis il fallait penser, parce que couple, enfant, j'avais mon fils en bas âge, il faut penser financier, il faut penser vie courante, et donc reconversion. Ok. Donc déjà commencer à essayer de faire le deuil en tout cas pour le moment, de sa carrière de chercheur. Tout en se demandant si réellement on a envie de le faire, ce deuil. Ouais, parce que ça a été beaucoup d'investissement. Oui, c'est tellement d'années en fait. Rien que la thèse, pour vous donner une idée, je rentrais en 6e année. Donc c'est-à-dire que j'ai eu mes 5 ans jusqu'à la fin du master. J'ai fait un an de formation de guide conférencier.
Et ensuite, j'ai enchaîné la thèse. Donc, en fait, si on oublie les beaux-arts, c'est 12 ans, en fait, rien que l'université. Donc 12 ans, enfin 11 ans et demi, pour être exact. 11 ans, et là on se dit, je balaye 11 ans, juste, comment dire, à l'arrivée, quoi, au bout du... Et donc, en fait, c'est se rendre compte que ces 11 ans, déjà, ont apporté plein de choses. C'est-à-dire que j'ai dû refaire un CV, redémarcher, puis se rendre compte que finalement, on n'a pas, c'est pas 11 ans de perdu là-dessus, déjà, c'est un premier pas. Donc, qui aide à dire, on change. Et bon, le premier réflexe, c'est de rester dans le circuit, ou en tout cas dans le domaine des études. Là où on se dit qu'on a le plus de cartes pour réussir. Ouais, donc toi, tu établissais une transition en lien avec ton bagage. Ouais, voilà, bagage universitaire en fait. Ouais. Et donc, j'ai démarché dans tout ce qui peut être milieu de la culture, patrimoine, tout ce qui traite en fait projet culturel. Et en fait, là, ça a été des mois de galère entre guillemets. Dans le sens où j'avais le plan foireux en plan foireux. Alors soit j'étais surdiplômé, ouais. donc, ou surqualifié, donc en fait les budgets n'y allaient pas. Donc, okay. Et bien sûr les gens ne cherchaient pas, parce que moi j'étais ouvert même à démarrer tout en bas et puis remonter tranquillement, mais bon ils cherchaient des chefs de projet ou ce genre de choses, mais payés à des sommes dérisoires, donc prendre des responsabilités et du stress en plus. Sans garantie en plus. Enfin bon bref, c'était un ensemble de plans très carrément bancal. Hein. Et finalement, il y a eu deux derniers entretiens où finalement j'aurais pu être pris sur ces deux derniers entretiens, mais qui n'est plus du tout. En fait, après j'étais sorti en fait de mon champ, on va dire d'expertise et mon domaine universitaire et c'est mal passé en fait, et donc j'ai ma femme au téléphone à ce moment-là, je lui dis ouais bon c'est mort, voilà quoi, ça s'est mal passé, ça commence à me gonfler parce que concrètement... Mais là, grosso modo, moi ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est à ce moment-là, donc tu étais dans une quête d'un travail, mais principalement c'était alimentaire entre guillemets, tu n'étais pas dans la quête de quelque chose qui plaisait. En fait, j'étais encore dans une démarche là j'étais vraiment dans la démarche de faut que je trouve un boulot, comme tout le monde, hein. Faut que je trouve un boulot alimentaire. On va essayer de cibler quand même des trucs qui pourraient peut-être me plaire, peut-être. Ouais. Mais en étant persuadé que de toute manière, au fond de soi, je veux dire, quand on est dans le milieu d'être créatif, culturel, et qu'on finit dans des domaines genre commercial ou ce genre de choses, c'est... Et finalement c'est ma femme en fait, parce que j'allais continuer à redessiner, j'ai repris le travail en tant que dessinateur. J'avais pas arrêté en fait. Okay. Et là par contre ça se passait à peu près bien, même plutôt bien en fait, avec des opportunités ou ce genre de choses. Mais en fait en gros je m'interdisais, ce que ça voulait dire là, se lancer à plein temps en tant qu'illustrateur, ça veut dire, même si je m'étais déjà fait un réseau, c'est partir de très bas, même financièrement, et puis j'avais ce poids, qui n'est pas un poids difficile quand on est dans la peau d'un homme, mais social, qui dit que une femme, ça reste, c'est elle qui s'occupe de la maison et ce genre de choses, et des tâches, alors que ma femme faisait sa carrière. Hein. Et qu'un homme, au-delà de ça, hein, c'est jamais au contraire, moi je suis plutôt pro soutien féminin, allons-y les femmes. Allez-y les femmes. Ouais, clairement quoi. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas remplir ma part en fait, du marché, c'est-à-dire c'est un peu financièrement, du machisme et de l'ego qui était... Ouais, mais là c'est des résidus, de formatage social qui font que un homme, ça doit subvenir aux besoins de la famille à tout prix. Enfin, je veux dire, c'est obligé, c'est pas comme ça, sinon t'es pas vraiment un homme. Alors moi j'avais déjà pris le parti d'élever mon fils. C'est-à-dire qu'en parallèle, c'est ce qui a aussi joué en termes de fatigue, hein, mais par contre ça c'est un des trucs
Tu voulais être présent quand même malgré Ah, tout ce qui t'était demandé. en fait, j'ai tout fait en sorte, c'est-à-dire que je garde mon fils depuis qu'il est né, hein, et c'est moi enfin, ma femme s'en occupe, hein, attention, hein, mais elle, elle travaille toute la journée. Moi, j'ai fait en sorte d'avoir des boulots qui puissent me permettre même dans mon métier de chercheur, je l'ai amené à la fac avec moi, ou ce genre de choses, c'était assez rigolo, qui me permettent de pouvoir m'occuper de lui. Je voulais pas regretter de passer à côté de la vie, avec lui. de tous ces moments que par nécessité, beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre en fait. Donc ouais, je comprends vraiment pourquoi on est arrivé là. En fait, c'était malgré déjà beaucoup de charges, entre guillemets, et le fait qu'en réalité, inconsciemment, il n'était pas pleinement en harmonie avec ce qu'il faisait, parce qu'il faisait un travail à côté qui lui plaisait, qui l'intéressait, etc., mais pour lequel en fait, tu t'autorisais pas on va dire, à donner plus de temps, à donner plus de crédibilité pour le moment. C'est ça, et en fait, c'est ma femme. Donc on rentre, je l'ai au téléphone, le fameux coup de téléphone, et elle me dit non mais Olivier, arrête les plans foireux. Ça te dit pas de te lancer à plein temps en tant qu'illustrateur. Ok. Et là, moi j'ai un moment une sorte de truc au cœur, genre je me l'autorisais pas en fait de lui imposer ça, c'était plus de lui imposer ça à elle, ce que ça pouvait impliquer de se lancer à plein temps dans un métier créatif. Qui est un métier, en termes de secteur, c'est assez difficile, financièrement, ce genre de choses. Et je lui ai dit, bah oui, carrément. Il me dit, ouais, je suis prêt à faire ça toute la journée et tout. Il dit, tu te sors les doigts, voilà, hein, du tuyau, et t'y vas. Je lui dis, ça c'est le deal, il me fait. Et je lui dis, ouais, carrément, quoi. Et en fait, là, je suis sorti d'échec, on va dire, en échec, dans les tentatives de reconversion, ouais. Mince quoi, voilà, ça y est, je peux me l'autoriser en fait. Ok, donc t'attendais en fait l'autorisation extérieure. Ouais, une sorte d'approbation, okay. Ce genre de choses, ce qui explique aussi, comme tu demandais, les mauvaises raisons qui ont poussé à faire certains cursus. En gros, je m'en suis rendu compte plus tard et très récemment en fait, que j'étais un peu en quête je manquais pas mal de confiance en moi, que c'était un peu une quête de plaire, d'avoir un certain statut pour pouvoir dire voilà, je suis docteur. Je suis docteur, voilà, regarde-moi, j'ai réussi à arriver jusque-là, et en fait en oubliant l'essentiel, quoi. Okay. Donc tu avais choisi un chemin qui t'intéressait, mais qui n'était pas épanouissant pour toi. Mais vu que ça t'intéressait, tu as essayé de poursuivre ce chemin-là il te permettra entre guillemets d'atteindre un statut pour revaloriser ton image, l'estime de toi-même. C'est ça. Clairement, en fait, c'était une sorte de compétition envers moi-même et surtout envers le regard des autres, quoi. Ok. Et bon, c'est pas une bonne compétition. Donc moi, comme je te disais, c'est vrai que je reçois pas mal de demandes, et notamment lors des consultations, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans une forme en fait, d'errance ou de mal-être, qui ne sont pas pleinement alignées avec la vie qu'ils mènent, que ce soit là professionnelle, mais aussi familiale, etc. Et c'est vrai qu'il est intéressant du coup d'établir une certaine transition, les choses doivent être un peu mesurées, on ne peut pas le faire en un claquement de doigts, il faut, on va dire, il y a plusieurs points sur lesquels il va falloir s'interroger avant. Mais par contre, le plus important, c'est quand même de franchir un certain pas, de passer à l'action, de pouvoir tenter de nouvelles choses, de pouvoir comprendre que dans la vie que l'on mène actuellement, on n'est pas épanoui, on n'est pas bien, qu'il va falloir mettre des changements. Mais qui dit changement dit aussi passer à l'action. Donc toi, de ton côté, il y a eu ces changements, cette transition qui a opéré. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer comment ça s'est passé pour toi et aussi peut-être si tu aurais quelques conseils concernant quelqu'un qui serait dans la même situation que toi ou des situations qui peuvent s'y apparenter? Bon, en tout cas, je vais essayer de donner des conseils, en tout cas, me donner mon expérience et voir ce que les gens peuvent en tirer pour eux-mêmes, en tout cas. Ouais. Voilà, la décision est prise, je vais me lancer à plein temps en tant qu'illustrateur. Alors déjà, une fois qu'on a pris la décision, le petit côté euphorique, ça y est, il y a aussi un petit peu le côté d'angoisse, et de se dire, maintenant, il va falloir se lancer, et là, il y a, autant jusqu'à présent, le métier d'illustrateur que je faisais à côté, j'avais aucune nécessité même si je me les imposais, mais de réussite, parce que financièrement, pour des tas de choses très terre à terre, j'avais mon autre métier.
Autant là, là ça y est, c'est la carrière, quoi. Et du coup, on rajoute dans ce côté qui était encore, on va dire, dans le côté hobby, passion, passion plus, le côté maintenant carrière professionnelle et donc réussite. Bon, déjà, il y a l'aspect financier. Ouais. C'est ce qui fait le plus peur pour voilà. beaucoup de personnes dans une transition professionnelle, c'est justement la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas réussir. Voilà, alors moi je suis en plus dans un secteur qui financièrement, c'est pas le meilleur secteur, c'est pas là où on va devenir millionnaire, hein, clairement. Mais où il y a moyen de travailler et de gagner sa vie. Mais bon, c'est un secteur qui par contre à côté développe, enrichit créativité, c'est un métier de passion en fait. Au bout d'un moment, dans un premier temps, donc on a fait des calculs tout bêtement avec ma femme. On s'est rendu compte en fait que les propositions qu'on m'avait fait, gagner le SMIC par exemple, finalement perdaient de l'argent. C'est-à-dire que à 0 €, bon, moi on n'a jamais eu d'accès à des aides particulières ou ce genre de choses. Donc avec 0 €, hein, donc le bilan financier sur le dernier travail qu'on m'avait proposé, que finalement j'ai refusé, nous faisait perdre de l'argent, ne serait-ce qu'en garde de nounou, déplacement, ce genre de choses. En fait, quand on met bout à bout, on se rend compte qu'on va aller travailler pour rien, en fait. Et donc, déjà passer à côté d'une chose que j'étais prêt à le faire, parce que financièrement, s'il fallait, de passer à côté le fait de m'occuper pleinement de mon fils. Alors bon, à l'époque il était plus grand, donc il était chez une nounou, donc ça me permettait aussi de travailler, et disons que ça dépassait pas un certain nombre d'heures, et après je m'en occupais le reste du temps, quoi. Et donc là ça impliquait donc, des changements à ce niveau-là, donc là c'était un peu dur quand même, avant, hein. Et donc le métier d'illustrateur là me permettait de travailler à la maison et de garder Ton fils. Garder mon fils en fait. Et en fait, donc tout ça, j'ai commencé déjà à me rendre compte. Donc j'ai commencé à travailler et tout, hein, à recontacter tous mes éditeurs que je connaissais, mes contacts pour dire hey, je suis dans le potes, c'est bon, là je suis à plein temps, si vous avez besoin de moi, je suis dispo. Donc ça a commencé les commandes ont commencé à arriver, vraiment. Okay. Je dégageais pas un salaire, hein, par mois, hein, clairement. Mais par contre, à côté de ça, en fait, ma femme travaillait. On a décidé d'un choix de vie, donc peut-être un peu moins de revenus global pour toute la famille, de globaux. Mais par contre, une qualité de vie qui commençait déjà à être plus en adéquation avec ce que je recherchais, quoi. Et donc, là, le truc à faire, c'est de se dire, quand on arrive là face à un changement professionnel, en effet, toutes ces peurs, la première, en effet, est financière, la peur de la sécurité, de perdre une sécurité de l'emploi ou ce genre de choses. C'est vrai que la conjoncture actuelle, elle n'est pas facile. Mais au final, en fait, c'est le genre de choses, si on ne se lance pas, si on n'essaye pas, on y sera forcément passé à côté. Ça peut ne pas marcher, hein. On peut se rendre compte que finalement, c'est trop dur financièrement. Alors, si vous êtes en couple, c'est le genre de choix qu'il faut faire ensemble. Si vous avez la chance en plus d'avoir quelqu'un qui vous appuie derrière, même si vous êtes seul, en fait, concrètement, j'ai envie de dire, allez-y, quoi. Allez-y, passez pas à côté en fait. Parce que, passez pas à côté de votre vie, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, finalement, il faut un vrai projet. C'est-à-dire, c'est pas du genre, allez, j'y vais et puis on va voir ce qui se passe. Non, réfléchissez-le et n'ayez pas peur des potentiels dangers que ça peut représenter. C'est facile à dire quand on est à mon niveau maintenant où j'ai réussi sur ce plan-là. Mais au final, si j'avais pas pris le risque, ça n'aurait pas pu se produire. Les opportunités, il faut les saisir, il faut les créer en fait aussi. Et c'est important. Et si ça échoue, c'est pas grave en fait, parce que ce que vous aurez entrepris, c'est un gain. C'est pas quelque chose de perdu. Et oui, parce qu'ils sauront. Ouais, tout à fait. Ils sauront qu'ils ont essayé, que ça n'a pas fonctionné. Tout à fait. Et c'est pas un échec, faut pas dire. En fait, on prend tout sur la base de l'échec. Et en fait, même l'échec, c'est bon, l'échec. Ça permet de rebondir, ça permet de se poser des bonnes questions, ça permet quand on a envie de se les poser, les questions, de se remettre en question, et c'est important.
C'est important. Et puis c'est vachement valorisant de se dire on se lance dans un projet à titre personnel et on y va. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est ça. Après, de toute façon, bon, c'est pas forcément pour tout le monde nécessaire d'avoir une transition complète, professionnelle, etc. C'est vrai que moi je reçois pas mal de personnes qui sont dans un certain mal-être, et de ce mal-être qui va nécessiter, comme je disais tout à l'heure, d'établir des changements. Mais ça peut être très bien à titre de hobby dans un premier temps, et ils vont tellement être enrichis par ce hobby qu'ils ne verront même plus l'aspect, on va dire, lourd de leur quotidien qui était habituel et qui était lourd avant. Là, ça va le rendre un peu plus léger. Pour chaque personne, en réalité, c'est différent, mais l'important, c'est uniquement de passer à l'action, d'essayer, de se donner de la crédibilité, de se donner de la valeur. Et ça nécessite clairement aussi un travail sur soi. Toi, dans ton cas à toi, tu as pu être entre guillemets épaulé par ta femme, bien entouré, Oui, tout à fait. parce que l'entourage c'est vraiment quelque chose de super important. Lui avait cette chance-là, mais d'autres personnes, notamment que moi je peux recevoir en consultation, n'ont pas cette chance-là, sont seules, vivent cette chose-là seules, ou alors ne sont pas entendues par leur mari ou leur femme, etc. Et c'est vrai que ça c'est assez éprouvant aussi de ne pas être compris, de ne pas être entendu dans cette souffrance-là. Donc je pense vraiment que c'est aussi intéressant de se faire aider. Si jamais on n'a pas la chance d'être suffisamment entouré, c'est intéressant de se faire aider. Je ne sais pas si tu avais été aidé à un moment donné de ta vie, toi, si tu avais eu des gens qui ont pu un petit peu te guider, autre que ta femme. Si oui, plein de rencontres. Ma femme a toujours été présente, elle m'a toujours encouragé en fait, et permis de faire ce que je voulais. Ça, par contre, ça c'est très important. Et je pense que concrètement, quand on aime quelqu'un, inversement, j'ai essayé de la pousser, en tout cas j'ai essayé, de la pousser le plus possible vers ce qu'elle voulait. Et je pense que c'est important de pouvoir se diriger là où on a envie d'aller. Et puis d'expérimenter, quoi. On réussit ou pas. Mais après, en fait, faut pas hésiter. Il y a plein de gens. Moi, j'ai eu des fois des discussions qui m'ont fait ouvrir les yeux sur des choses avec des inconnus à la terrasse d'un café, quoi. Excellent. J'ai rencontré des gens comme ça, peut-être que je n'ai même pas gardé de contact avec eux ou ce genre de choses, mais une petite discussion. En fait, je pense qu'il faut être attentif, s'ouvrir aux autres, aussi se préserver, c'est nécessaire. Voir des personnes toxiques aussi. Si on les aime, essayez au moins de mettre de la distance ou de relativiser ce qu'elles vous disent. Si c'est pas le cas, mettre un petit coup de balai, quoi, parce que ça peut être nécessaire, ne serait-ce que pour soi. C'est pas, je disais, on en avait discuté, c'est pas des personnes qui sont foncièrement mauvaises ou ce genre de choses, on parle pas de ça, mais qui pour ce qu'on entretient nous, nos projets, nos aspirations, peuvent être toxiques ou nocifs, quoi. Et du coup, faut un peu s'en préserver, c'est bien. De faire un peu le ménage, se recentrer sur les gens qui vont pouvoir vous apporter quelque chose. Après, écouter une discussion, ça ne veut pas dire prendre argent comptant et faire absolument tout ce que vous suggère une personne, mais c'est au moins d'écouter, d'être attentif et de voir ce qui, pour nous, peut être pris, peut être expérimenté, peut être mis en pratique, et essayer de réfléchir un peu sur soi et ses projets, quoi. Et c'est important. Donc voilà, là il a relevé un point qui est quand même très intéressant, à savoir aussi correctement s'entourer. Comme je disais, on peut se faire aider par exemple des gens qui sont professionnels comme moi dans ce domaine-là, mais aussi par tout simplement des rencontres, comme il disait, autour d'un café, une simple rencontre, une simple discussion, et c'est du partage, c'est de l'échange, c'est des retours d'expérience aussi d'autres personnes qui peuvent nous être profitables. Là, comme cette vidéo, elle n'est pas forcément dirigée uniquement sur la voie professionnelle, et parce que moi j'ai l'expérience de recevoir des personnes dans différents cas de figure, je vais essayer aussi de vous apporter quelques autres outils, à savoir que effectivement il y a des personnes qui ont un mal-être, mais qui ne savent pas vers quoi se diriger. Parce que l'un des problèmes aussi dans ces cas de figure-là, c'est l'agitation mentale. C'est-à-dire que les gens vont être en permanence dans le stress, dans leurs pensées, dans cette fameuse agitation mentale. Et là, l'important, c'est pouvoir calmer cette agitation mentale. Donc moi, j'hésite pas à conseiller, par exemple, des pratiques telles que de la méditation, etc., pour calmer l'agitation, pour pouvoir se retrouver un peu plus à l'écoute d'elle-même, sans forcément mettre une ligne d'arrivée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément se dire je dois être ça, je dois arriver là, parce qu'il y a cette confusion aussi qui est présente pour beaucoup de personnes. Lui, il pouvait savoir qu'il aimait l'illustration, il savait qu'il avait un talent, qu'il avait quelque chose qui le passionnait, mais beaucoup de personnes n'ont pas aussi cette chance-là. C'est vrai que toi, tu avais un profil aussi intéressant parce que tu étais bien entouré, tu as été épaulé, tu avais déjà les bagages en main, etc. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là. Mais
Moi, par expérience et par rapport à toutes les personnes que je peux recevoir en consultation, j'essaye aussi de vraiment vous rassurer sur le fait que ce n'est pas grave. Juste le fait de vous dire que dans votre vie actuelle, si ça ne va pas forcément, s'il y a un mal-être, il y a quand même des solutions et il y a quand même des choses à entreprendre pour pouvoir trouver sa voie, pour pouvoir se trouver, pour pouvoir se reconnecter à vous-même. Il y a un autre point aussi important dans ces transitions-là, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette transition professionnelle pour toi. Ouais, c'est ça. Et en réalité, ça n'est pas tout, parce qu'on est des êtres complets qui sont composés de plusieurs sphères dans notre vie, que ce soit sociale, familiale, professionnelle, etc. Donc toi, à ton niveau, tu as eu ce changement professionnel, cette transition. Et quand elle a opéré, est-ce que tout était ok? Est-ce que tu étais... Non, ça se passe rarement comme ça. Non, du tout. Voilà, c'est pas je change et tout est facile. Tout est En bon. fait, ça allégeait déjà. Enfin bon, déjà on va dans quelque chose où on se sent mieux. Déjà, bon, ça c'est un premier schéma professionnel, on va dire. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, au-delà de changer de métier, changer de projet, c'est pas tout. Si on est dans le même schéma psychologique, mental, et qu'on reproduit, et ce qui était le cas, les mêmes travers d'avant dans notre nouveau projet. Donc le même mode de fonctionnement qui voilà, est dans un mal-être. En fait, au départ, le burn-out a fait que j'étais fatigué, donc je me suis reposé, il a fallu que je me repose. Mais en fait, très vite, je suis retombé dans la même problématique. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai commencé à bosser les nuits, vu que je voulais m'occuper de mon fils, donc ça veut dire lever le matin aussi, école, etc. Donc des nuits de plus en plus courtes, les projets se mettent autant de pression en fait que je m'en étais mis à l'université. Et au final reproduire exactement le même schéma mais sur un autre support. Ça en est venu à un point où en fait finalement ça a mis plusieurs années là. Et du coup en fait... Plusieurs années les amis quand même. Hein. C'est pour ça que comme disait Tony Robbins, on va sous-estimer en fait ce qu'on peut faire en 10 ans. Ah oui, moi mon lancement en carrière pro à plein temps illustrateur, c'était en 2013. Donc là on est en 2019. Et donc et tout ça jouait globalement sur l'ensemble, hein, sur ma vie globale. Du coup je me suis reperdu un peu, moi avec moi-même, et saisir que le problème c'était pas forcément que le changement de carrière. Ouais. C'est un changement en profondeur et c'est un changement de soi, vraiment en fait. Il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que des craintes et des événements qui ont fait que il a fallu 5 ans en fait pour me rendre compte que ça allait pas, vraiment pas. Moi, je m'en étais rendu compte avant, hein. Comme toujours en fait on a des tas de signaux d'alerte qui vous disent ça va pas, c'est pas normal, du coup forcément moins de sommeil, hygiène de vie. Hygiène de vie. Ah bon, c'est pas grave, attention, hein, mais bon, moi j'avais pris du poids, je mangeais, j'avais une alimentation qui était complètement désorganisée, c'est-à-dire je sautais un repas, puis après dans la nuit ou dans plein d'après-midi, je me bouffais 1 ou 2 paquets de biscuits, des chips, enfin des trucs comme ça, bref. Enfin, peu de sommeil, forcément ça joue sur le caractère, sur le moral et ce genre de choses. Exactement. Et donc il y a eu un événement en fait. Et là c'est un témoignage, hein. C'est pas moi qui vous le dis encore dans une de mes autres vidéos, c'est vraiment un témoignage. Et où là en fait en gros ça m'a fait prendre conscience que ça allait pas du tout. Ouais. Et la peur de perdre quelqu'un en fait en l'occurrence. Qui m'a fait, je suis descendu au plus bas en fait, que je suis jamais descendu, même le burn-out à côté c'était du pipi de chat. Et en fait quand on arrive tout en bas, on a 2 choix, soit on reste tout en bas, soit on se dit on va se battre pour garder les choses importantes de sa vie. Alors ça peut être une personne, ça peut être un objet. Je parle pas d'un objet concret, hein, un bien tu veux dire. Voilà, un bien, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ouais. Et sa santé. Et sa santé, mais en fait, et l'image de soi. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, enfin je m'en suis pleinement rendu compte d'un défaut, un manque de confiance en soi. Je crois qu'on y est, tout le monde, hein, il n'y a pas une personne, je pense, qui a soit se le cache derrière un ego démesuré ou en tout cas en souffre beaucoup, et d'autres en souffrent beaucoup, c'est le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi et ce genre de choses.
Et aussi comment dire, l'impression d'être en désaccord avec ses idées, de ne pas être honnête en fait envers soi-même et envers les autres du coup quand on en parle. Ouais. Moi par exemple, enfin clairement, hein, je soutiens la cause féministe. J'avais un discours et à la maison, tout bêtement en fait, j'arrivais pas à m'appliquer à ce que limite je professais. Donc en fait, j'avais du mal à m'autoriser à parler de féminisme quand la moindre tâche ménagère ou ce genre de choses devenait pour moi quelque chose d'insurmontable. Pas parce que je voulais pas la faire, attention, hein, rien à voir avec ça, ou parce que les tâches ménagères c'est dédié aux femmes, mais simplement parce qu'en fait j'étais tellement dans le tunnel et à y aller, et désorganisé, que en fait tout élément qu'on me rajoutait, ça me semblait une montagne sur les épaules. Ça me fatiguait avant même d'avoir fait la tâche en fait. Et donc là en fait je me suis dit là Olivier, il faut que tu te reprennes en main, il faut que c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Ça mène à rien en fait. J'avais perdu même le goût pour ma passion, quoi, le dessin. C'est-à-dire qu'en fait, même en termes de boulot, j'étais vraiment la tête dans le guidon, c'est-à-dire j'enchaînais les contrats et les contrats et les contrats. Et au final, même la qualité s'en ressent, parce qu'en fait, on progresse plus. On progresse petit à petit, parce que c'est du très répétitif, et on reste sur ses acquis. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Hein. C'est pas parce qu'on ne veut pas progresser ou pas expérimenter, parce que dans un métier créatif, l'expérimentation, c'est essentiel. Le temps de recherche, le temps de réflexion, enfin, il faut que ça ait du sens, un minimum, ce que vous faites. Et ça en fait c'était fini, donc en fait du coup j'étais revenu dans le schéma précédent où en fait j'allais tout droit et sans savoir, ça n'avait plus de sens en fait. Et du coup même le dessin était fatigant pour moi de me mettre à bosser, je bossais, hein, mais c'était fatigant. Et en fait là un événement fait qu'on remet tout en question et surtout et on se rend compte de nos priorités et à quoi on veut aspirer parce qu'on en a marre. Moi en l'occurrence, je voulais préserver les gens que j'aime, me donner aux gens que j'aime et les garder près de moi. Voilà, c'était ça. Pas les perdre. Et en fait, et aspirer, parce qu'en fait il n'y a pas de secret, en fait je m'interdisais un peu une forme de bonheur, hein, parce que c'est clairement ça, et d'être heureux, point. Alors heureux ça ne veut pas dire être l'RBA et sur un petit nuage 24 heures sur 24, hein, non, mais il faut affronter la vie, mais il faut que cette vie elle a un sens, quoi. Si c'est pour plus rien voir et avancer tout droit et aller dans le mur, en fait finalement c'est très connu, c'est très surfait comme adage, mais c'est pas la finalité en fait qui compte, c'est le chemin en fait. Hein. Parce que la finalité, on la connaît tous, hein, nous, hein, être mortels que nous sommes, c'est la même pour tous. Donc en fait finalement. Donc c'est rendre ce chemin le plus épanouissant possible. Mais c'est ça, et puis en fait surtout regarder ce chemin, quoi. C'est-à-dire profiter du chemin. Et pas courir, aller tout droit, faut en profiter. Et en fait, finalement, ça a été très dur. J'ai eu quelques semaines et quelques mois vraiment où j'arrivais même plus à tenir un crayon, même physiquement en fait. Hein, je tremblais au niveau de. C'est pas grave, hein, si ce n'est que sur le moment on se dit je vais plus arriver à dessiner et tout, c'est pas vrai. Hein. C'est juste sortir de ça en fait, où j'ai été aidé de différentes manières. On a tout reconstruit. Okay. Vraiment. Et là, la première chose à reconstruire, là, c'est soi-même. Et du coup, c'est déjà de s'autoriser à être heureux. Et de se rendre compte que finalement, on a beau aspirer à tout ce qu'on veut, vouloir contrôler les choses autour et ce genre de choses, la seule chose sur laquelle on a une prise réelle, c'est soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a une totale prise sur soi-même, c'est faux. Hein. Il y a des choses qu'on ne gère pas. Hein. Non, mais on a une responsabilité. Mais en fait, la seule personne qu'on peut modeler réellement, sur laquelle on peut intervenir et qui a ça a une vraie efficacité concrète en fait, dans la vie de tous les jours, c'est soi-même. Et là, en fait, je me suis dit, là, il faut que je change tout. Et j'ai changé des choses qui, pour beaucoup, ça semble anodin, mais en fait, pour moi, c'est des choses importantes et qui s'en sont ressenties de suite. Je me suis calé, je me suis dit, moi, ma vie, je veux ça, 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 ça. Je veux être heureux, je veux profiter de ma vie, je veux que mon métier m'épanouisse. Là, en fait, j'ai fait des choix, me recentrer sur ma famille, prendre moins de contrats,
mais des contrats que je choisis. Alors j'ai la chance, en termes de carrière, d'en être arrivé à un point où je peux me permettre de choisir mes contrats, des gens avec qui je travaille et ce genre de choses. Et en fait, de me dire, bah, c'est pas grave, le temps que je vais. En fait, c'est pas du temps que je vais sacrifier, c'est-à-dire déjà, je bosse plus de nuit, c'est fini, ça n'existe plus chez moi. C'est-à-dire la nuit, c'est le repos, modifié ton pour organisation. profiter en fait des gens avec qui on a envie d'être. Hein. Mais voilà, en fait, je me suis complètement. Enfin, pour la première fois, en fait, je me suis réorganisé et avec une démarche organisée. Alors, c'est vrai qu'au début, ça paraît, on se dit, mon Dieu, il faut tout que j'organise, malheur, il y a ça, il faut que j'arrive à tout faire rentrer et tout. Alors, on ne peut pas tout faire rentrer, hein. Donc il faut faire des choix. Et donc les choix, là, il faut vraiment les faire en accord avec soi-même, vraiment, en premier lieu, parce que sinon, chaque choix qu'on va faire, ça va générer de nouveau du stress, des angoisses et ce genre de choses. Donc il faut chercher ce qu'on veut à ce moment-là, c'est vraiment ça. Et ce qui nous épanouit. Et ces petites choses, c'est moi par exemple, j'ai décidé de prendre en charge tout bêtement l'ensemble des tâches ménagères à la maison. Ouais, tu en as beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Ouais, parce que pour moi c'était un truc de fou et ça allait avec d'autres choses, d'autres problématiques, parce qu'en fait, même personnel en termes de valeur, c'est-à-dire tu peux pas professer être féministe, voir la charge mentale que tu imposes à ton conjoint, pas parce que t'as envie de, pas par, comment dire, par machisme, même si en fait finalement c'est une attitude sexiste en fait, mais parce que l'impression que si tu fais ça en plus, c'est la fin du monde, parce que tous ces fonds, non du tout, je vous rassure, on peut faire toutes les tâches ménagères et gérer son temps de manière organisée et gérer très bien son temps. Alors après, si on a des travaux, un travail qui moi je travaille à la maison, j'ai pris moins d'heures, mais par contre mon travail, tout s'en ressent en fait, mon travail est de meilleure qualité, je progresse, je m'offre le temps en choisissant mes projets, ce genre de choses, je m'offre aussi le temps d'expérimenter dessus, donc de progresser. En fait là, depuis le changement, enfin on va dire plusieurs mois là, je m'éclate de nouveau dans mon boulot. Ouais, ça on va en parler aussi. C'est-à-dire, et voilà, et donc en fait du coup, je profite des gens que j'aime. Ça on va faire le point sur tout ça, juste je voudrais relever un autre point sur ce qui a été dit là. C'est dans ce témoignage-là, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est cette chronologie en fait qu'il y a eu. C'est parti d'un profond mal-être, donc pour lui ça a été son burn-out, à cette transition professionnelle. Et dans cette chronologie, enfin, rien n'était acquis tout de suite, le bien-être, le bonheur n'était pas là tout de suite, etc. Et après, ça a nécessité aussi un travail sur lui-même, recadrer beaucoup de choses, transformer encore beaucoup de choses. Donc il y a une réelle chronologie. Tout à fait, puis c'est comprendre aussi. En fait, ça s'est fait, comme je disais, c'est d'abord j'ai modifié le contexte extérieur, mais ça suffit absolument pas en fait. Wow. Après, il faut changer l'intérieur. Ouais. Et changer l'intérieur, ça demande d'aller profond en fait. Hein. Ouais. Ça fait mal des fois. Ça fait très mal. De toute façon, moi concrètement, je n'ai pas marché autrement dans ma vie. C'est des moments de souffrance. Alors, comme je disais, il y a des gens qui vivent des choses, mais des milliers de fois plus graves. Mais en fait, après, la souffrance, comme elle est ressentie, ça, c'est pas un choix. Hein. Si on a des moments de souffrance, c'est ce qui m'a fait vraiment rebondir, en fait. Parce que non, quoi. Non, je veux pas ça. Non, j'ai pas envie. Et parce que j'ai été aidé aussi, attention, je n'étais pas tout seul. Mais en fait, au bout d'un moment, voilà, quand on est à ce moment de souffrance, en fait, il y a deux choses, en fait. Il y a déjà le fait que soit on arrive en bas et il y a quelque chose en haut qui nous en haut, je parle, c'est parce que quand on regarde en haut, je parle pas du tout de choses religieuses, absolument pas, non. Et en haut, quelque chose quand on regarde derrière soi, enfin pas quand on regarde devant soi, au-dessus, parce que voilà, de devant, c'est se projeter déjà trop dans l'avenir, j'ai envie de dire, c'est présent en fait. Une aspiration, un projet. Voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous dit non mais c'est ça que je veux en fait. Okay. Et donc on va essayer de sortir de cette souffrance pour ça, ou soit en fait la souffrance ça peut être aussi on a tout perdu, ça arrive. Ça arrive souvent, même plein de gens perdent beaucoup de choses, et c'est se dire à ce moment-là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, et on a tout perdu, mais c'est aussi de se dire, du coup, on n'a plus rien à perdre. Okay. Et de se dire, j'ai plus rien à perdre, alors allons-y, quoi. Parce que bon, au bout d'un moment, faut arrêter de se... Alors je dis pas de... Enfin,
faut vraiment s'apitoyer, tu veux dire? Non, s'apitoyer, il y a des gens qui sont en souffrance et c'est dur, Bien sûr. c'est très dur. Bien sûr. Il y a des gens qui vivent des choses qui sont horribles, qui sont très très difficiles à vivre et auxquelles, des fois ça peut être la maladie ou ce genre de choses. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, à part voir comment on va pouvoir profiter de... Et ça, je peux pas dire aux gens de ne pas s'apitoyer sur leur sort parce que ça serait, moi dans les moments durs, je me suis apitoyé sur mon sort. Donc au bout d'un moment, il faut en sortir. Il faut se dire que on a le droit d'aspirer à des choses, à une sérénité, à une liberté, à du bonheur. Tout le monde a le droit et on n'a pas le droit de vous le prendre en fait. Ça me plaît beaucoup et je le répète souvent, que ce soit même sur les différents posts Facebook ou Instagram ou dans notre vidéo, vous avez le droit à mieux. Toujours. Tout le monde a le droit à mieux. Et j'insiste souvent sur ça parce que beaucoup de personnes n'en prennent pas conscience. Et moi, quand je l'exprime en face à face lors de consultations, je vois beaucoup de personnes qui s'effondrent à ce moment-là. Parce qu'en réalité, elles ne se rendaient même plus compte qu'elles avaient le droit d'être bien, qu'elles ont le droit au bonheur, qu'elles ont le droit à l'épanouissement, qu'elles ont le droit d'être en forme. Donc ça, c'est très intéressant. Bien sûr. Et puis il faut s'autoriser aussi le droit à l'échec, le droit à l'erreur, toutes ces choses-là en fait. C'est s'autoriser en fait. C'est peut-être être libre avec soi et puis en règle générale, la confiance va repartir. Alors pourquoi ? Parce que vous avez décidé de vous prendre en main, ou on va vous aider à vous prendre en main. Au moins, moi je dis essayez. Essayez d'aspirer à votre bien-être et à votre bonheur, quoi. Franchement, on peut tous y arriver. Si c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas permanent, mais en fait, en règle générale, moi, tous les changements que j'ai faits, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais tenir ça sur la durée ? Parce qu'en fait, moi, ça a été radical, c'est-à-dire, en 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, j'ai dit, il faut que je change tout, quoi. Alors sur le moment, là, c'est se dire, mon Dieu, comment... La tâche est colossale. Alors c'est pas vrai, en fait. La tâche n'est pas colossale, il faut juste vouloir le faire, quoi. Après, avec les possibilités qu'on a, mais au moins, ne serait-ce que, si c'est pas tout changer, c'est commencer à changer les choses, à apporter des choses, ce vers quoi on va tendre, ce qu'on a envie, essayer d'y aller, et être en accord avec soi-même, en fait. Vous aurez beau changer tout ce que vous voulez, si finalement vous faites ça pour les mauvaises raisons, ça va vous régénérer ça va régénérer du stress, ça va régénérer des angoisses et vous n'allez pas, en fait, finalement, vous allez retomber dans les travers. C'est pas changer juste pour changer les choses et tout bouger. Non, c'est changer pour... Ça va être fait intelligemment. Oui. Et pour de bonnes raisons. Ouais, vraiment. Et puis pour vous apporter vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment... le bonheur, ça fait vraiment... je me dis, aspirer au bonheur, ça fait... mais c'est bien d'être heureux, tout simplement. De regarder les choses différemment, finalement. Parce que quand on arrive à ce stade-là, et il faut le sauvegarder, parce que ça, c'est un travail après de tous les jours. C'est pas genre j'ai atteint le bonheur, hop là, et là ça me plaît, ma vie me plaît, c'est bon, allez, maintenant tout roule. Non, il faut le cultiver, son bonheur. Donc là on a parlé de toute cette transition, tout ce qui s'est passé, etc. C'est vrai que tu as beaucoup partagé à ce niveau-là, un très beau retour d'expérience. Et ce que j'ai vraiment envie que tu puisses apporter aussi, c'est là à aujourd'hui, par rapport à celui que tu étais, par rapport à ce que tu étais censé devenir, etc. Et celui que tu es maintenant, avec la vie que tu mènes maintenant, de manière globale, parce qu'on a vu, il y a la transition professionnelle, mais du coup aussi personnelle, etc. À aujourd'hui, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir gagné ? Est-ce que pour toi, c'est vraiment une victoire ? J'ai tout gagné. Tout, sur tous les plans, franchement. À tous les plans, en fait. Vie personnelle, je vis avec ma famille, ma femme, mon fils, on vit des moments géniaux actuellement. Et on en a vécu plein, attention, c'est pas le cas, mais là vraiment en fait. C'est plus profond, c'est fort. Ah ouais, puis tu te sens libéré d'un poids en fait, et finalement tu te rends compte que sans t'en rendre compte, tu dégages du temps pour profiter de tous les petits moments, pas juste des moments, le moment romantique, le repas, le dîner romantique, les trucs comme ça. Je parle par exemple avec ma femme, là, c'est tous les petits moments de rien, juste,
le soir, tu bois un verre sur la terrasse, Donc, t'es dans le canapé, des choses simples en fait, mais tout a repris du sens en fait, et moi je me rends compte même que j'ai plus de temps disponible en fait. Alors que finalement j'ai rajouté j'ai rien rajouté. J'ai réorganisé en fait, j'ai fait les changements qu'il fallait, j'ai réorganisé tout ça. On l'a fait à deux aussi, pour que tout fonctionne le mieux possible. Mais du coup j'ai plus de temps pour mon fils et je me mets mentalement, c'est-à-dire je suis beaucoup plus disponible pour les gens en fait, pour mes proches. Et après mon boulot là, je m'éclate en fait. Les projets s'ouvrent devant et les portes sont ouvertes. Ouais, les portes sont ouvertes en fait, mais en fait finalement du coup je profite vachement de l'instant en fait. Voilà, Je suis toujours dans une sorte de quête de voir vers où tendre, mais sans profiter, toujours dans la projection. Et en fait, se rendre compte que finalement, du coup, on profite de rien, parce que du coup, en fait, on n'a pas profité du présent. C'est-à-dire que quand on a atteint cet objectif, un des objectifs qu'on s'est fixé à toujours voir comme ça, on passe à l'autre, parce que finalement, ça nous a pas rassasié, quoi. Ça nous a rien apporté. Enfin, on a eu un titre, quoi. Enfin, voilà, quoi. Beaucoup m'ont dit... t'as arrêté juste avant d'avoir le titre de docteur, t'avais juste à soutenir et tout. Je dis, mais le titre de docteur, j'en fais quoi? Je veux dire, à part dire je suis docteur, ouais, mais ouais, je m'en fous, quoi. Dans ma vie de tous les jours personnelle, ça m'apporte pas. Je suis docteur ou je suis pas docteur, c'est pareil, ça change rien. Et du coup, là, en fait, tout reprend du sens, en fait. On retrouve, on regarde les choses différemment. On trouve quelque chose des choses qui nous paraissaient insignifiantes ou pas importantes en fait. On se rend compte de l'importance que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, en réalité, tu as toujours cette fameuse projection, c'est-à-dire que tu sais là où tu veux aller, mais elle n'a plus la même importance. Tu as remis un équilibre et une harmonie dans tout ça, ce qui permet de pouvoir apprécier le moment présent. C'est ça, en fait, même je me suis recentré dans le présent avec un projet. Alors moi, il est très personnel le projet, chacun il est différent. Mais ce projet-là, en fait, n'impacte pas le moment que je suis en train de passer. C'est-à-dire que je fais en sorte de l'amener et d'y aller vers, c'est-à-dire dans les moments qui y sont pour, mais en fait, je ne zappe pas les moments que je vis en ne pensant qu'à ça, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment arriver sur les deux. Et du coup, en fait, les projections, elles sont plus... Parce que en fait, le problème, c'est que quand on est comme ça, c'est tout est... On dit, ouais, non, là, je perds du temps par rapport à ce que je veux faire. C'est du temps perdu. En fait, non, du tout. C'est-à-dire que nous, maintenant, moi, je me projette... on crée des projets de voyage, des projets d'avenir personnels, en fait. Et surtout, je le vis, en fait, le projet. Okay. Je le vis maintenant. C'est-à-dire que là, tendre vers un projet... en fait, du moment que tu te lances, la finalité, c'est après, on va voir quand on y arrive. Mais en fait, le projet, c'est dès qu'on commence à le lancer, quoi. C'est de suite, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le vivre. Parce que sinon, en fait, finalement, on a atteint un objectif. Être illustrateur, il est où le projet final, concrètement? Il n'est pas dans 20, 30, 40 ans. Il est maintenant. Il est dans le fait de dessiner, ça c'est dans le présent qu'on dessine. C'est dans le présent qu'on vit les projets sur lesquels on travaille. Ouais. Alors oui, bien sûr, moi j'ai hâte que mon livre il sorte, de l'avoir en main, tout ça. Mais ça, c'est de voir tout ce travail du présent, en fait, entre guillemets, maintenant, concrétisé. Mais je ne pense plus quand, le bouquin à la fin, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, je savoure les moments où je finalise, okay. Les moments où on va rajouter quelque chose, les réunions que j'ai avec mon éditeur, qu'on en parle et tous ces moments-là, en fait, où quand on est dans un schéma où on fonce, non, en fait, ouais, c'est bon, super, on est en train de discuter, mais en fait, allez, il faut qu'il sorte, il faut que machin, il faut que si. Non, profite, savoure les moments que tous les projets que tu mets en place, tous les changements que tu apportes, t'apportent là, maintenant, en fait. Sinon, en effet, tu profites pas. Et puis, le bonheur, il n'est pas dans 15 ans. Donc ça, c'est important en réalité. C'est toujours pareil. Il faut toujours conserver une notion d'équilibre. Et là, en fait, l'une de ses victoires aussi, clairement, ce qu'il en ressort dans ce témoignage-là, c'est qu'il a pu réinstaller un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Et il faut savoir que dans tout équilibre, lorsqu'il n'y a plus d'équilibre, que la balance tend vers
un côté comme de l'autre, ben ça crée à la fin un problème. Et l'objectif de rétablir cet équilibre, c'est de pouvoir recréer l'harmonie et du coup évoluer plus positivement, plus harmonieusement et de manière plus profitable. Tout à fait. Magnifique. Clairement. Magnifique. Ben, merci en tout cas. Avec grand plaisir, merci à toi pour ce moment-là. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous apporter pas mal de choses. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très vaste, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Concrètement, on pourrait en parler des heures, voire des journées entières, hein, parce qu'il y a, on est passé probablement à côté de petites choses, on n'a pas tout dit, pas tout parlé ou ce genre de choses. Mais bon, et je pense qu'il doit y avoir autant de cas de figure que de personnes sur Terre, quoi. Ah oui, c'est clair. Moi là, c'est mon expérience. Prenez ce que vous avez à apprendre là-dedans. Mais bon, en tout cas, c'est pour montrer que on peut changer, on peut tendre vers quelque chose qui nous corresponde. Et quelles que soient les difficultés qu'on a en face, quoi. Elles sont plus ou moins difficiles à surmonter, mais quoi qu'il en soit, on peut y arriver. Et c'est ça le plus important, quoi. Magnifique. Bon voilà les amis, vous comprenez maintenant pourquoi je souhaitais inviter Olivier, parce que autant dans son travail que dans la vie de tous les jours, il est plein de générosité et elle est communicative. C'est pour ça que c'était important qu'il puisse vous témoigner ce passage de sa vie, ce qui lui a permis d'en arriver là où il est maintenant. Et bon, comme on disait, c'est un sujet qui est très vaste et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certains points, peut-être moins dans d'autres. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous, que ce soit dans les commentaires ici ou sur les différents réseaux sociaux, etc. Je mettrai dans la description tous les liens pour pouvoir rejoindre Olivier sur sa communauté, que ce soit sur Facebook, que ce soit son site internet. Instagram, Facebook, Twitter, et les sites internet, vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à suivre son évolution. La carrière qu'il est en train de se dessiner est vraiment magnifique. Pleine de prochaines aventures, là, comme tu me disais, il y a beaucoup de projets aussi qui vont sortir, donc on risque d'entendre parler de lui de plus en plus, surtout si vous êtes déjà dans un domaine qu'il traite lui, vous devez certainement le connaître. Si ce n'est le cas, vraiment allez découvrir son travail, c'est vraiment du plaisir pour les yeux et ça permet vraiment de s'évader, hein, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui permet de s'évader quand on regarde tes œuvres, c'est vraiment ce qu'il en ressort. J'espère que cette vidéo va vous plaire, surtout va vous servir. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce serait un super coup de pouce que vous me donnerez. Et puis je reste disponible autant que possible et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!